IDFM Radio Anguin, 98 de la Monde FM, une émission Au-delà du miroir ce soir, avec comme thème comment développer son intuition même quand on a l'esprit fermé. C'est un livre qui est paru aux éditions Solar de Jorasid Ahmed qui est présente. Bonjour madame. Bonjour. C'est comme ça que ça se prononce? Jorasid Ahmed. Et donc ce livre est aussi en partenariat avec Gérald Leroy Terken, qui parle de l'intuition. En ce qui vous concerne, vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi docteur en psychologie, vous êtes hypnothérapeute ericksonienne, vous avez un master en PNL et praticien du travail de respiration holotropique, le TRH, on en reparlera dans cette émission. Vous êtes aussi ex-chargé de cours en psychopathologie à l'université de Paris 10 Nanterre. Et depuis que vous êtes toute petite, vous écrivez que vous vous intéressez au phénomène, disons, entre parenthèses, paranormal ou un peu exceptionnel. Oui, je me suis toujours intéressée à ces phénomènes-là. C'est à partir d'expériences personnelles, à partir d'expériences qu'ont vécues des personnes de mon entourage, puis plus tard à partir d'expériences qu'ont vécues et que m'ont rapporté des patients, en psychiatrie ou en psychothérapie. Donc à partir de là, j'ai eu envie de comprendre, de m'intéresser au processus même de ces phénomènes-là, qu'on appelle les phénomènes psy ou les phénomènes paranormaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de présenter une thèse sur le sujet, sur psychanalyse et parapsychologie, pour montrer que ces phénomènes qu'on appelait paranormaux étaient en fait, faisaient partie du fonctionnement mental, et que leur expression pouvait être inhibée chez certaines personnes, mais qu'elle pouvait être aussi désinhibée, avec un travail dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc c'est ainsi que j'en suis arrivée à m'intéresser à ces phénomènes-là. Et parallèlement, j'ai fait partie de l'Institut Métapsychique International, qui est l'IMI, qui est la plus ancienne fondation et la plus ancienne et première fondation reconnue d'utilité publique, qui se propose d'étudier les phénomènes paranormaux qu'on appelle toujours d'ailleurs en France, en tout cas dans ce milieu-là, métapsychique, et qui est devenu parapsychologique ensuite aux États-Unis, puis maintenant c'est un peu la mode partout de parler de parapsychologie. Donc l'Institut Métapsychique est en fait l'établissement, l'institut reconnu, scientifique, dans lequel en fait on étudie ces phénomènes-là d'un point de vue, je dirais pas rationnel, mais le plus rigoureux possible. Oui, alors cet institut métapsychique, c'est pas celle qui avait été créée par Flammarion? C'est pas la même? Non, Flammarion. Oui, j'avais mal entendu. Oui, et effectivement, Flammarion a fait partie du premier comité de direction de l'Institut Métapsychique. Il y avait aussi Charles Richet, qui était le prix Nobel de médecine et de physiologie. Et il y avait d'autres personnes, dont un homme important dont j'ai envie de parler déjà, qui s'appelait René Varcollier, qui avait été pendant très longtemps membre de l'Institut Métapsychique et qui ensuite a été le premier, dès les années 20 d'ailleurs, puisque l'Institut a été fondé en 1919, dès les années 20, il a proposé des groupes d'entraînement à la télépathie pendant des années jusqu'à sa mort en 62. Il a donc de 1920 pratiquement en 1962, 42 il ans. a animé très régulièrement des groupes d'entraînement à la télépathie avec une certaine approche. Puis ça a été repris par un monsieur qui s'appelait Henri Marcotte, que j'ai connu, avec lequel j'ai participé à ces groupes et que j'ai repris moi-même à l'Institut des champs limites de la psyché, qui est notre propre institut. Donc ça, c'est une très très longue histoire. Et donc ces phénomènes-là et ce livre, Comment développer son intuition même quand on a l'esprit fermé, est aussi quelque chose qui provient de cette quête et de cette recherche. Ça provient de toutes ces années de recherche autour de qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que la conscience, quels sont les liens entre la conscience et l'environnement, quels sont les liens entre notre inconscient et ses capacités intuitives, voire télépathique, qui est un degré au-dessus de l'intuition. Et c'est ainsi que je me suis intéressée à tout ce qui concernait en fait la conscience, le changement d'état de conscience, que ça a amené. Les états de conscience modifiés. Voilà, les états de conscience modifiés, largement modifiés ou peu modifiés, tout dépend des instants et de l'état dans lequel on se trouve. Alors, on va revenir un peu sur votre biographie, puisque il y est marqué qu'en tant que parapsychologue clinicienne, vous recevez des personnes ayant
ou ayant eu des expériences dites exceptionnelles, c'est-à-dire des personnes dont la souffrance et la problématique s'expriment à travers des manifestations paranormales. Et cette phrase, elle m'a beaucoup interpellée. Est-ce que ça voudrait dire que ces personnes ont des souffrances et des problématiques qui s'expriment à travers des manifestations paranormales parce que finalement elles créent ces manifestations, ou est-ce que ce sont les manifestations qui créent leur souffrance? Vaste question. Oui. Je ne sais pas si je vais arriver à y répondre. Ces personnes qui viennent, en fait, je reviendrai un peu à l'historique. Depuis toujours, aussi bien à l'Institut métapsychique dont j'ai parlé tout à l'heure, que à l'Institut des champs limites de la psyché et d'autres personnes dans leur propre cabinet, on a toujours reçu des personnes, on n'appelait pas ça parapsychologie clinique à l'époque, ça portait pas encore ce nom, mais on a toujours reçu des personnes qui venaient en disant « j'ai des phénomènes un peu bizarres qui m'arrivent, j'entends une personne qui me parle, ou j'ai l'impression que je devine trop vite, et puis ça me gêne, ou ça m'empêche de dormir, j'ai des phénomènes la nuit ». Et quelque chose dans l'entretien, dans la consultation, nous amène à penser qu'il ne s'agit pas simplement de folie, ou pour dire de psychose, c'est-à-dire de quelqu'un qui mériterait ou qui aurait besoin de se retrouver en hôpital psychiatrique, en traitement psychiatrique. Ça peut arriver, il peut y avoir un mélange des deux. Mais cette population très particulière dont vous parliez tout à l'heure est une population qui appelle en mettant ces phénomènes-là en avant. C'est-à-dire qu'elle n'appelle pas pour dire « je suis déprimée » ou « ça ne va pas très bien dans mon couple » ou « je suis malade, j'aimerais faire une thérapie ». Je vous appelle parce que je sais que vous y connaissez quelque chose dans ce domaine-là. Eh bien, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui s'exprime de cette façon. Donc, quand la personne arrive avec ce type de symptomatologie, l'attitude est... Bien sûr, il faut être ouvert à ces phénomènes-là, mais l'attitude est la même que quand quelqu'un vient avec des phénomènes, avec des symptômes d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'anamnèse, c'est-à-dire de demander à la personne d'où ça vient, à quel moment, puisqu'il y a eu un moment où il sent et un moment avec. Donc on va chercher les causes, le moment d'émergence de ces phénomènes-là et surtout le sens que cela a à avoir pour la personne qui vient consulter. C'est-à-dire que la personne qui vient consulter, elle vient souvent en disant, surtout pour ces phénomènes-là, c'est un petit écueil, ce qui m'arrive parce qu'un tel télépathe avec moi. Ça m'arrive parce qu'un tel m'a jeté un sort. J'arrive parce qu'un tel m'a fait quelque chose. Le travail de la thérapie dans ces cas-là, c'est de dire oui, ok, peut-être, mais qu'est-ce qui en vous est aussi à l'origine de ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui en vous prête aussi le flanc à ce genre de choses pour que vous souffriez de cette façon? C'est le seul travail que nous pouvons faire ensemble. On ne va pas faire une enquête. Oui, ça, c'est clair. Vous voyez? Et donc, c'est une population très particulière. Et donc, en 2007, il y a eu le premier colloque aux Pays-Bas, le premier colloque, et c'est là qu'on a instauré le titre de parapsychologie clinique et le titre de parapsychologue clinicien qui désigne des personnes qui sont à la fois thérapeutes, psychanalystes, psychothérapeutes, mais qui aussi savent ce que c'est que la parapsychologie, savent ce que sont les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire les deux grandes classes de phénomènes paranormaux, à savoir ce qu'on appelle l'ESP ou la perception extrasensorielle qui comprend la télépathie, la prémonition, la clairvoyance, et ce qu'on appelle la PK, c'est-à-dire l'action de la matière, de la conscience sur la matière. Donc, il faut avoir cette double casquette pour pouvoir recevoir ces personnes-là. Sinon, si on n'a que la casquette psy, eh bien, si on pense que les phénomènes paranormaux, ça n'existe pas, moi j'en ai jamais entendu parler, eh bien, on adresse cette personne en psychiatrie en disant elle entend des voix, elle pense qu'elle est manipulée par quelqu'un, ça ne va pas. Si on n'a que la casquette parapsy, on peut se dire, ah ben oui, tout est parapsy, tout est paranormal, et on oublie qu'il y a aussi un côté psychopathologique qu'il faut aller chercher. Donc cette double formation permet de recevoir ce type de personnes. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Si on n'a pas cette double formation, c'est difficile de traiter ces personnes, qui sont vraiment, comment dirais-je, une catégorie de personnes qui sont ni tout à fait délirantes, ni tout à fait normales, mais qui en même temps souffrent par cet aspect des choses et qu'il s'agit d'aider à intégrer ce qui leur arrive dans leur vie. Oui, parce que comment reconnaître
la peur de savoir ce que l'on pense ou ce que les autres pensent avec la télépathie, qui peut rentrer dans ma tête si je suis télépathe avec telle personne, comment se fait-il que je puisse entendre ses pensées? On n'est pas loin de la schizophrénie ou de tous les délires de persécution. Bien sûr. Donc c'est pour ça que une des aides qui nous a semblé donc depuis très longtemps, donc on a repris ça au milieu des années 80, enfin au début des années 90. Donc on a repris des groupes d'entraînement à la télépathie, pas seulement pour faire un entraînement à la télépathie, mais pour justement répondre à cette question. Est-ce que ma psyché, c'est la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare? Est-ce que tout le monde peut y entrer, peut s'y promener? Est-ce que ma psyché, je peux l'ouvrir ou la fermer selon que je me sens en état de bien-être ou pas? Est-ce que ma psyché, je peux apprendre? Est-ce que j'ai des barrières, ce qu'on appelle des barrières psychiques efficientes, ou est-ce que mes barrières psychiques n'existent pas? Il y a des personnalités pour lesquelles, effectivement, ils ont le sentiment que l'intérieur et l'extérieur sont une espèce de continuum. Il faut leur apprendre à construire des barrières psychiques. Donc les groupes d'entraînement à la télépathie, qui sont sous forme de jeu, des moments où les personnes apprennent à recevoir mentalement une histoire envoyée par l'autre partie du groupe, pendant un certain temps, mais ils apprennent à faire la bipartition. C'est-à-dire ils apprennent peu à peu à faire la différence entre ce qui vient de moi et ce qu'on a probablement envoyé. Et donc ça, c'est tout un travail qui peut aider ces personnes à faire cette à la fois bipartition et séparation. Ça permet aussi de travailler sur ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire souvent dans la vie, on attribue à l'autre, souvent, ce qui ne va pas... Quand on attribue ce qui va, c'est bien, mais ce qui va pas, ou on attribue à l'autre mon malaise, c'est à cause de l'autre. Le travail sur la télépathie, l'entraînement à la télépathie, permet justement aux personnes de moins projeter, justement de faire cette séparation entre ce qui vient de moi, ce que je projette sur l'autre, et qui est en fait à moi. Donc je reconnaisse mes propres matériaux psychiques. Et c'est tout à fait étonnant le changement qui peut advenir chez les personnalités qui sont un peu limites ou qui sont un peu justement, qui se posent ces questions. Est-ce que tout le monde peut entrer dans ma tête? Ou est-ce que je peux rentrer dans la tête de tout le monde? Voilà. Sans penser forcément que tout le monde puisse rentrer dans sa tête, mais comment être des récepteurs des pensées des autres ou des visions des autres, la prémonition, la précognition, comme vous dites. Oui, on apprend aussi à ces personnes qui oublient ou qui ne se souviennent plus qu'elles ont des filtres. C'est vrai que si on entendait tout ce qui se passait dans la tête de l'autre, si je savais tout ce imaginez là nous sommes 3 ou 4 et que j'entends tout ce qui se passe dans la tête de tout le monde, ce serait une cacophonie épouvantable dans ma tête. On ne pourrait pas vivre. Donc on a quand même des filtres qui nous permettent de vivre en société, de vivre avec les autres, séparés ou avec les autres, et qui nous permettent de ne pas nous promener avec plein de pensées qui vont nous déranger dans notre vie. Donc, on a des filtres, donc il faut réapprendre à ces personnes qu'elles ont des filtres et que tout le monde ne se promène pas comme ça dans leur tête et qu'elles ne se promèneront pas comme ça dans la tête des autres. Il peut y avoir des moments très particuliers de modification d'état de conscience qui permet, soit en rêve, soit en état modifié de conscience éveillé, de saisir un événement qui est en train de se passer ou un événement qui va se passer. Oui, mais ça, c'est pas forcément la volonté de la personne. Non, c'est ce que je dis. D'apprendre qu'il y a des filtres, et heureusement, mais que parfois, ce filtre se lève, et que ça a un sens quand ce filtre se lève. Ça, c'est en dehors des groupes d'entraînement à la télépathie. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Ça a un sens, c'est-à-dire? Il n'y a pas de sens général. Le sens... Est-ce que ça fait partie un peu de l'intuition ou de la... C'est-à-dire que si on a des choses qui nous arrivent, et qu'elles sont insensées, que je ne peux pas les relier à quelque chose de ma vie, c'est à devenir fou. Donc le travail de la thérapie, quelle que soit la thérapie, c'est d'apprendre à savoir que ce qui ne m'arrive pas à n'importe quel moment de ma vie, il ne se présente pas de la même façon, il a une façon de se présenter qui fait que ça veut me dire quelque chose, même si ça se présente sous forme de télépathie, de prémonition, de vision, de NDE dont nous parlions tout à l'heure. Par exemple, une expérience de NDE n'arrive pas à n'importe quel moment dans la vie d'un sujet. Donc l'important, c'est de savoir, de retrouver ces moments pour savoir qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, au moment où a émergé ce phénomène sous cette forme-là. Et là, ça prend sens. On devient les Sherlock Holmes de sa propre vie et de sa trajectoire. Et ça, quand même, c'est beaucoup plus riche que de dire ça m'arrive, ça m'est tombé dessus, et je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oui, donc les personnes qui viennent vous voir, qui sont en souffrance, finalement, vous leur proposez ce travail de voir à quel moment de leur vie c'est arrivé et dans quelles circonstances. Voilà, dans quelles circonstances, le sens que ça peut avoir, mais aussi de leur apprendre ce que je disais tout à l'heure. À mettre des filtres. À mettre des filtres, à penser leurs barrières psychiques, à réapprendre, et en fonction de ce qu'ils présentent, etc., on leur propose effectivement d'autres approches, comme les groupes d'entraînement à la télépathie, comme le travail de respiration holotropique, qui est une façon d'expérimenter cette ouverture du champ de conscience, puisqu'on peut penser que ce qui leur arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a une ouverture du champ de conscience et effectivement une perception de matériaux venant de l'autre, l'autre avec lequel ou avec laquelle c'était problématique. Je pourrais donner des exemples tout à l'heure. Et donc cette ouverture du champ de conscience, elle est pratiquement subie. Participer par exemple à un groupe de respiration holotropique, c'est d'entrer, grâce à l'hyperventilation, dans cet état de conscience élargi, d'en faire soi-même l'expérience, d'aller aux limites de ce que j'ai essayé de visiter, mais sans y arriver tout seul, d'aller aux limites de ça et d'en revenir, parce que le cadre est sécure. Vous voyez, donc du coup, on fait une espèce de, comment dirais-je, d'aller-retour, d'apprivoisement et d'aller-retour dans ces espaces. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que cette respiration holotropique? Alors, la respiration holotropique, donc, que nous avons repris depuis maintenant plus de 20 ans, presque 25 ans à Paris, est née d'un travail d'un psychiatre tchèque qui s'appelle, toujours, puisqu'il est toujours vivant, qui s'appelle Stanislav Grof, qui était un psychiatre qui, dans la petite première partie de sa vie, était à Prague, et qui, comme beaucoup de médecins dans le monde, avait reçu une molécule, le LSD, qui est une molécule pour la tester, parce qu'on pensait que, comme elle donnait des modifications de l'état de conscience, on pouvait peut-être trouver le moyen, en la dosant correctement, de soigner les malades. De soigner les grands malades, les schizophrènes. Donc il a été le premier, vraiment l'un des premiers, des pionniers de la thérapie sous LSD. Il a d'ailleurs publié un livre qui s'appelle LSD Psychotherapy. Et d'autres ouvrages. Et puis, il a été invité aux États-Unis pour conduire des expériences, dont des expériences avec le LSD utilisé dans l'accompagnement des mourants, des cancéreux en phase terminale, dans l'accompagnement de toxicomanes. Il a eu avec des résultats remarquables. Seulement, le LSD, comme vous le savez, a été interdit pour les utilisations et pour les accidents qui ont eu lieu. C'est-à-dire des gens se sont défenestrés, ont décompensé. Donc, le législateur est intervenu et a définitivement interdit le LSD, y compris dans ses applications médicales. Donc, mais entre-temps, Grof s'était rendu compte que sous ce LSD, les personnes, en fait, retrouvaient des informations de leur histoire personnelle, mais aussi de leur histoire familiale, mais aussi de l'histoire de l'humanité qu'ils ne connaissaient pas à l'état vigile. Donc, cette ouverture du champ de conscience avait l'air de leur permettre d'accéder à des informations très importantes pour eux, évidemment, mais donc, on se demandait par où elle passait, parce que quand ils revenaient à l'état vigile, on leur demandait ce que tu connais ici. Ah non, j'ai jamais rien lu là-dessus, je connais pas. Et pourtant, ils retrouvaient des informations juste sur leur propre vie, sur leur gestation, ce qui s'est passé dans le ventre de leur mère, ce qui se passait dans au moment de la naissance. Au moment de la naissance, oui, c'est un peu dur. Voilà. Et donc, il s'était intéressé à ça, et puis il s'est rendu compte, évidemment, que ce qu'il avait retrouvé, comme il disait si bien, avec une molécule chimique dans un pays communiste, avec des électrodes sur la tête, était en fait quelque chose qui était connu depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés dites traditionnelles, qui en fait utilisaient les musiques, l'hyper ou l'hypoventilation, la surstimulation ou la sous-stimulation, la retraite dans les grottes ou bien au contraire les danses très très animées pour entrer dans ces états et contacter les forces de l'inconscient collectif, trouver des rêves, des réponses dans les rêves, et qu'en fait, cet état-là était connu et qu'il n'avait plus besoin de drogue forcément. Et donc, il a mis au point ce qu'il a appelé le travail de respiration holotropique, holotropic breathwork, qui veut dire travail parce que c'est un travail en soi, à l'intérieur de soi, respiration parce que ça implique la respiration, au lieu de prendre du LSD, on hyperventile. Donc, c'est la clé d'entrer dans le processus. C'est on change le rythme et l'amplitude de sa respiration. Et holotropique, qui veut dire se mouvoir vers le tout, vers la totalité de soi et le monde, son conscient et son inconscient, soit et sa famille, soit et son inconscient, soit et l'inconscient collectif, soit et le transgénérationnel, soit et le transpersonnel. Donc, cette espèce de relation holotropique du tout
avec le vivant, hein, avec l'humanité, l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est comme ça qu'est né le travail de respiration holotropique. Donc, c'est une respiration très, très rapide. Ça dure combien de temps? Assez rapide, alors, les séances durent... la séance elle-même de transe dure 3 heures, plus ou moins une demi-heure. Mais on n'hyperventile pas. L'hyperventilation, c'est la clé d'entrée dans le processus. C'est un peu comme si on mettait le starter, on ouvrait la porte, on démarre sa voiture. Alors, moi, j'ai l'habitude de donner une image, de dire, vous savez, parfois, cette clé peut être une clé très facile, comme une clé vachette, qu'on tourne d'un seul coup. Puis parfois, c'est une grosse clé rouillée de vieux châteaux hantés. Et donc, ça peut mettre un peu plus de temps. Mais, en fait, on hyperventile et la clé, c'est de laisser venir ce qui vient et d'augmenter ce qui vient. Hein, et à ce moment-là, notre inconscient, qui est le maître d'œuvre, va mettre à jour le matériel dont on a strictement besoin à ce moment-là de notre cheminement pour évoluer. Alors, est-ce que ce sont des séances collectives ou individuelles? Ce sont des séances collectives. Et donc, chacun sait où il va ou c'est la surprise? Chacun croit savoir où il va. Oui, mais... On arrive évidemment avec des demandes. On arrive parce qu'on est déprimé, parce qu'on est coincé dans sa créativité, parce qu'on a envie de changer de vie. Enfin, je pourrais vous faire une liste de toutes les raisons qui font que les gens... Ou alors parce que des jeunes gens qui sont un peu paumés, qui ne savent vraiment pas où aller, dont on se demande si... ils vont aboutir en psychiatrie ou pas. Bon. Donc, c'est un peu toute cette catégorie de gens qui viennent. Ils viennent donc avec des demandes conscientes, évidemment. On a un conscient qui dit, voilà, je prends un exemple, je suis déprimé, on m'a dit que ce serait bien de faire de la respiration holotropique. Eh bien, la surprise, c'est que notre inconscient, lui, on ne sait pas comment il va mettre à jour ça. Il va mettre à jour ça sous forme de dépression, peut-être, mais sous forme de joie, peut-être, sous forme de rire, sous forme de chant, sous forme de toutes les manifestations humaines peuvent s'exprimer, mais qui indiquent une mise à jour des racines de notre souffrance. Parce qu'on croit savoir les racines de notre souffrance. On peut avoir quelques idées, mais parfois les racines des racines se trouvent dans notre gestation, comme on le disait tout à l'heure, dans les premières semaines de mon existence, par exemple, dans la façon dont je suis née. Hein, souvent. Même in utero. Même in utero. Hein, c'est-à-dire que quand une femme est enceinte, évidemment, elle est dans la vie. Donc, elle est dans la vie, elle peut perdre son job, elle peut perdre sa maman, elle peut perdre sa meilleure amie, elle peut être très heureuse, elle peut être très malheureuse, elle peut être déprimée, elle peut être fatiguée, elle peut avoir plein d'événements qui peuvent nous arriver et qui vont impacter le fœtus. De toute façon. Et c'est pas la faute de personne. Hein, donc, c'est un peu comme du rebirth? C'est comme du rebirth, sauf que... je ris parce qu'une participante me disait un jour, le rebirth est à l'holotropie ce que la 2 chevaux est à la Mercedes. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que le rebirth, c'est vrai. Le rebirth est un... je ne suis pas l'auteur de cette phrase, mais je la reprends à mon compte parce que je la trouve très juste. Le rebirth est plus focalisé. C'est-à-dire on doit revivre la naissance. Le rebirth. C'est comme son nom l'indique, la renaissance. Il faut que je renaisse à moi-même. Et bien sûr, on peut avoir d'autres expériences. Mais c'est basé sur le fait qu'il faut hyperventiler. Je parle du rebirth classique. Il faut hyperventiler tout le temps. Donc, si vous hyperventilez pas votre accompagnant, puisqu'il y a des binômes qui sont dans la pièce, votre accompagnant vous dit de continuer à hyperventiler. Ce qui nous a intéressé en tant que psychanalyste pour ce travail de respiration holotropique, c'est que une fois qu'on a posé le cadre, comment on hyperventile, comment on choisit son binôme, etc., eh bien, le travail à l'intérieur, il est non directif. C'est-à-dire que on hyperventile, on donne la place pour que notre inconscient puisse mettre à jour ce qu'il a à mettre à jour, et c'est pas moi qui dirige. Quand on est entré dans ces états-là, eh bien, on se laisse surprendre par ce qui apparaît. Évidemment, nous sommes là, il y a 2 thérapeutes, il y a les accompagnants, il peut y avoir un travail corporel, etc. Mais le plus important, c'est que l'hyperventilation permet de mettre à jour sous une forme souvent surprenante. Hein, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui arrive très déprimé, il ne va pas vivre forcément de la dépression. Il va peut-être vivre une expérience d'extase aussi comment dirais-je, thérapeutique que s'il avait été au bout de sa dépression. Quelqu'un d'autre, par exemple, va vivre sa dépression jusqu'au bout. Enfin, il va être encore plus déprimé. Et quand il a été jusqu'au bout, un peu comme quelqu'un qui a une indigestion de quelque chose, va revenir ensuite. Il aura terminé quelque chose qui bégayait. Souvent, c'est ce que je dis. D'ailleurs, je dis souvent que les symptômes dans la vie bégayent. On les remet en scène. Alors, on prend des traitements, on fait des relaxations. Mais
ces symptômes se remettent tout le temps en scène parce on sait bien que ça tape à la porte, mais bon, on plie parce que... Oui, on fait semblant de ne pas entendre. Et puis on a autre chose à faire. Il faut faire face à son boulot, à ses enfants. Et puis on n'a pas trop envie de voir ce que c'est. On n'a pas trop envie, puis c'est embêtant, on se dira bon, pas maintenant, allez hop, et puis on remet un bâillon on le bâillonne un petit peu. Puis là, dans l'expérience holotropique, du fait du cadre, on dit vous laissez venir ce qui vient et vous déployez ce qui vient. C'est-à-dire que le déploiement de ce qui vient, c'est pour une fois, je ne vais pas bâillonner, quelle que soit la chose qui vient, que ce soit une agitation, que ce soit un chant, que ce soit dans la rue, je serai obligée de le réprimer. Dans mon boulot, je serai obligée de le réprimer. Si je suis très angoissée, que je vais travailler, il faut que je... Faire semblant de ne pas l'être. Voilà, ou je prends quelque chose pour pas l'être. Là, eh bien, ce qui se présente, on va le valoriser, lui donner toute la place et respirer dedans. Et alors, on a des changements comme ça qui sont tout à fait étonnants, quel que soit l'âge et quelle que soit la problématique des personnes. Alors, vous les laissez combien de temps dans cet état-là ? Le temps qu'ils veulent ou c'est... Non, les séances sont cadrées. Donc, si je présente un week-end, par exemple, un week-end, il est extrêmement cadré. Il obéit à plusieurs catégories de travail, si je puis dire. Le premier, par exemple, le vendredi soir, c'est la présentation. C'est ce que je dis là, mais en plus détaillé. Ce que c'est que la respiration, comment on respire, quelles sont les expériences auxquelles on pourrait avoir accès, pour pas que les gens soient effarés, ou simplement expliquer les choses, le spectre des expériences humaines. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnant, qu'est-ce que c'est que le respirant, parce que pour chaque expérience, il y a un accompagnant et un respirant. Celui qui fait l'expérience, celui qui va être à côté comme en rebirth, qui va accompagner, puis après on inverse. Donc le samedi... Oui, je voulais juste, parce que c'est une question que je voulais vous poser juste avant. Donc celui qui accompagne, finalement, il souffre autant que celui qui participe, qui est... Il devrait pas. Donc en fait, l'accompagnant, on présente l'accompagnant, on le présente comme... on a coutume de reprendre une phrase de Winnicott, de dire l'accompagnant, il doit être une maman suffisamment bonne. C'est-à-dire, tout est dans le suffisamment. C'est-à-dire, ni trop, ni trop peu. Si je suis trop inquiète et que je me mêle de ce qui se passe chez le respirant, j'intruse son expérience. Si je suis trop éloignée, et puis je pense à tous mes problèmes, ou j'entre moi-même dans l'expérience, je l'abandonne aussi. Donc, en fait, les gens trouvent ça très, très vite. C'est comment dirais-je, une position du milieu, qui permet aux gens d'être juste ce qu'il faut, d'être ému. Bien sûr qu'on est ému par tout ce qui se passe dans la salle. Il se passe tellement de choses, d'expériences, qu'on peut être ému. Mais on ne déploie pas cette émotion. Quand on est sur le matelas, qu'on est respirant, on déploie ce qui se présente. C'est la grande différence. Là, je suis là, j'ai rien à faire, j'ai à être. Il peut faire certaines choses, si le respirant a besoin de boire ou de prendre une couverture. Mais il peut aussi nous aider si on fait un travail corporel. Mais le reste du temps, c'est une question de position intérieure. D'être un peu dans la compassion. Et même si on est ému, mais on sait que, là aussi, on apprend à séparer ce qui vient de l'autre, du respirant, et ce qui vient de moi. D'accord. Donc là, le vendredi soir, vous prévenez donc les participants de cette respiration, de ce qui pourrait leur arriver. Le samedi arrive. Oui, le samedi arrive. Donc le samedi arrive. Donc les binômes ont été constitués. Donc ils se sont choisis, puisque tout le groupe est ensemble, évidemment, mais il y a un binôme, donc comme je le disais, un accompagnant, un respirant. Donc ils décident qui respire le premier. Et le samedi, il y a les 2 expériences de 3 heures, plus ou moins une demi-heure, de transe proprement dite. Là, on entre dans la transe. Donc, ce qui veut dire que la moitié du groupe respire et l'autre moitié accompagne, plus les 2 thérapeutes. L'après-midi, on inverse. 2e expérience de respiration. Et à la fin de cela, à la fin de chaque expérience, les personnes ne quittent la salle si nous n'avons pas été les 2 thérapeutes et l'accompagnant, si nous n'avons pas fait un bilan avec la personne qui est allongée. C'est-à-dire que même si elle a le sentiment, elle dit « ça y est, j'ai terminé », on dit « ok ». On fait un bilan, c'est-à-dire qu'on s'assure que tout ce qui a émergé dans l'expérience a été à son achèvement. Qu'on ne reste pas avec quelque chose « oui, j'ai commencé à voir ça, mais c'est toujours là ». Ok. Donc, on s'assure que tout va bien. Et quand c'est le premier sas de retour vers la réalité, les gens sont partis dans des états de conscience très largement modifiés, là, ils reviennent par la parole, par l'accompagnement, par les questions que nous posons. Et quand on est d'accord que tout va bien, enfin que c'est OK, c'est la fin de l'expérience, ils sont accompagnés par leur accompagnant et ils sont invités il y a une feuille de dessin, à faire un mandala. Donc ça, c'est tracer quelque chose
de leur expérience. Et c'est le deuxième sas de retour vers la réalité. Vous voyez, il y a plusieurs sas, on revient vers la réalité. Et ce mandala, qui est une façon aussi de se recentrer. L'expérience holotropique nous décentre, elle nous oblige à partir vraiment, voyager dans les cieux, dans le ventre de sa mère, dans plein de directions. Et là, l'idée, c'est quand même de revenir, puisqu'il faut revenir à la vie. Donc, en fait, le mandala, c'est quelque chose qui va me recentrer. Une fois que ces deux expériences sont passées, tout le monde a respiré, tout le monde a accompagné. À la fin de la journée, on est à peu près vers 17h30, 17h45 le samedi. Eh bien, on fait ce qu'on appelle, nous, un premier groupe d'élaboration. C'est-à-dire qu'on se réunit, puisque nous sommes quand même des êtres de parole, pas seulement d'état de conscience modifié. Donc, on donne la parole à ceux qui souhaitent parler de leur expérience. Donc, à partir du dessin, du mandala, à partir de l'expérience, de ceux dont ils se souviennent de l'expérience. Et ils peuvent dire, voilà, moi j'ai envie de parler de mon expérience, voilà ce qui m'est arrivé. Et on renvoie, les deux thérapeutes renvoient une ou deux pistes interprétatives, dans ce que tu ne penses pas, ou tu pourrais demander à ta mère, voilà, quelque chose qui leur permette de continuer ce travail. Décodage. Voilà, oui. Comme un décodage, un petit peu comme une interprétation, mais légère. Simplement, on leur ouvre un peu quelques pistes, parce que pour bien leur montrer que ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience importante, elle a été, quelle que soit la forme qu'elle aura prise, elle a un sens, le sens dont je parlais tout à l'heure. Donc on les met sur la piste. La prise de parole n'est pas obligatoire, mais c'est obligé d'assister, évidemment, parce que ce qu'on dit à l'un ou ce que dit l'un, évidemment, fait sens, fait tilt chez l'autre. Donc, et ce groupe d'élaboration, qui se termine vers 19h à peu près le samedi, continue le dimanche matin, jusqu'à ce que toutes les personnes qui souhaitent parler aient pu le faire. En général, ils parlent tous. Il peut y avoir quelqu'un qui dit non, je préfère le garder pour mon psy, mais dans mon espace personnel, enfin bon, ça peut arriver. Mais en général, les gens aiment bien profiter de cette mise en mots dans le groupe, de montrer le mandala et de parler de leur expérience, parce que ça leur fait le troisième, ce groupe d'élaboration, cette prise de parole, est une façon de redescendre un peu dans l'ici et maintenant, même si on est encore un petit peu, évidemment, comment dirais-je, état de conscience modifié, mais ça permet de remettre ce qu'on appelle, nous, les processus secondaires, c'est-à-dire les processus de pensée, de remettre en place les processus de pensée. Les gens, ils partent pas comme ça, ils ont fait une expérience, et puis on s'est shooté à l'hyperventilation, et puis non. Il y a tout un travail, et c'est très important, de construction pour que les gens partent chez eux, à la fois avec du matériel, mais en ayant retrouvé leur enveloppe, ayant retrouvé leur façon de penser, et retrouvé leur chez eux aussi. Hein, voilà. Bon, c'est une entité complète. Puis ça peut arriver qu'on fasse ça sur une semaine, mais ça c'est l'intensif. Oui, là c'est pour les pros déjà. Hein. Ça dépend. On va juste faire une pause musicale. Allez, nous sommes repartis toujours dans cet au-delà du miroir avec Joa Si Ahmed. Développer son intuition même quand on a l'esprit fermé. Elle nous a parlé en tout début d'émission des travaux du Dr Grof, on l'appelle Grof, avec la respiration holotropique. Et puis maintenant, vous allez nous parler du GEP, des groupes d'études... le GET ou le GEM? Le GET ou le JET? Le JET. Ça dépend, les gens l'appellent le JET. Le groupe. En fait, c'est un sigle qu'on a donné au groupe d'entraînement à la télépathie, donc dont je parle aussi beaucoup dans l'autre ouvrage, celui-là, et puis aussi pour psychanalyse des expériences exceptionnelles. Donc en fait, ces groupes, donc je le disais, je crois un petit peu tout à l'heure, ce sont des groupes qui ont été, pas sous la forme que nous leur avons donnée nous, mais qui ont été... initié par René Varcollier, qui était donc ce monsieur qui faisait partie de l'IMI,
Donc, pour ceux qui seraient intéressés, les gens peuvent aller, vous donnerez peut-être les sites, mais le site de l'IMI, il y a beaucoup de choses, il y a des conférences. IMI. Institut Métapsychique International, qui est dans le 10e. IMI. Et aussi sur le nôtre, qui est ICLP. Et donc, ces groupes ont donc été initiés par lui. Il a fait même des expériences entre les États-Unis et la France. Et puis à l'époque, vous imaginez, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur, tout était fait à la main. Les comptes rendus d'expérience, les protocoles, vous imaginez pas le temps qu'ils passaient, puis ils avaient le temps. Donc, oui, ils savaient tout ça, qu'on n'a plus maintenant. Je crois. Malgré Internet. Donc, ça a été, donc comme je le disais tout à l'heure, il a mené ces groupes pendant longtemps et il a trouvé un certain nombre de choses. Donc lui, le protocole principal qu'il utilisait, ou plutôt le support principal qu'il utilisait, c'était des dessins. Le percipient, c'est-à-dire celui qui reçoit, est dans une pièce. Le percipient, de percipérer, celui qui reçoit, est dans une pièce. Et dans l'autre pièce, il y a ce qu'on appelle l'agent, c'est-à-dire celui qui envoie. C'est des termes qui ont été utilisés en métapsychique et en parapsy qu'on a gardés. Agent et percipient. Donc l'agent va regarder le dessin d'une certaine façon et imaginer qu'il le montre mentalement à la personne, au percipient qui est dans l'autre pièce. Donc Barcoulier faisait souvent ça avec ses élèves, et même lui-même participait. Et le percipient était invité à dessiner ce qu'il avait reçu. Alors, il y a des dessins que je n'ai peut-être pas dans ce livre, mais qui est dans l'autre livre. Il y a des dessins de Barcoulier où il l'a mis à jour les déformations que subissait un dessin envoyé par l'agent et arrivé chez le percipient. Donc, il s'est rendu compte... C'est un peu comme le téléphone arabe. Hein. C'est-à-dire, quand on se disait une phrase et la 15e personne, c'était pas tout à fait vraiment la même phrase. Il restait un tout petit peu de la phrase, mais finalement, chacun avait mis ses mots. Et voilà. Il y a une déformation quelque part. Très juste. Sauf que là, du fait de l'entraînement, les gens arrivaient à y mettre... le dessin que reproduisait à partir de sa perception le percipient, avait beaucoup de points communs avec le dessin envoyé. Beaucoup de points communs. Par exemple, Barcoulier avait envoyé un dromadaire agenouillé et la personne avait dessiné quelque chose qui ressemblait avec la tête, et certains éléments étaient passés. Donc il a mis à jour des lois de cette déformation et de la réception, envoi-réception, qui était, soit ça se démultipliait, c'est-à-dire les éléments étaient épars, il fallait les mettre ensemble pour retrouver le dessin, soit on recevait une seule partie, etc. Quand Henri Marcotte a repris les travaux de Barcoulier, il a dit, mais il y a quelque chose que moi j'avais envie d'introduire, parce que ça dynamisera l'envoi-réception, je vais réintroduire des histoires, non pas des dessins en 2 dimensions, mais un scénario avec un début, un milieu et une fin. Et donc, nous, quand on a rencontré Marcotte, et on a participé nous-mêmes, on a fait cet entraînement à la télépathie, et on a découvert quelque chose de fondamental qui était, le corps, c'est l'antenne de réception, donc c'est d'abord par le corps que je vais recevoir. 2, que c'est la remontée vers la conscience qu'il faut travailler, puisque les filtres dont nous parlions tout à l'heure pouvaient effectivement déformer ce que j'ai toujours reçu au fond de moi, mais que je vais déformer en fonction de mon histoire, en fonction de ma problématique, en fonction de mes mécanismes de défense, en fonction de ce que j'ai vécu. Donc, si l'histoire résonne trop en moi, je vais réagir d'une certaine façon. Donc ça, c'était Marcotte. Et il avait, lui, comme Barcoulier, c'était dans l'air du temps, ils avaient le fantasme d'arriver à mettre au point une sorte de radio mentale. D'ailleurs, il y a un Américain qui a écrit la radio mentale, à l'époque de Barcoulier. La radio mentale, c'est-à-dire si j'envoie un casque avec écrit dessus tel numéro noir avec des choses métalliques, etc., je devrais obtenir au bout de la chaîne par le percipient un casque avec un truc métallique. Ça arrive. Vous envoyez, c'est par la pensée. Hein. Voilà, c'est toujours par la pensée quand on envoie. Eh bien, parfois ça peut arriver que ce soit effectivement littéralement reçu. Parfois, ça peut être déformé en fonction de l'histoire du sujet. C'est-à-dire si le casque me rappelle pour moi une histoire, je sais pas, où je me suis cassé la figure, ou bien au contraire c'est un magnifique cadeau qu'on m'a offert, je vais le transformer, le recevoir et l'habiller différemment. Si au début du groupe d'entraînement à la télépathie que j'ai peur de ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que les autres ils vont percevoir tout, je vais peut-être tout fermer.
et ne rien recevoir. J'ai rien reçu. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on envoie dans un groupe une ballerine, une patineuse sur glace. Et cette patineuse sur glace, le groupe était avancé, donc on pouvait envoyer des histoires avec des fins un peu difficiles, parce qu'on ne fait pas au début de l'entraînement. Et cette patineuse devait se retrouver tout à coup, la fin de l'histoire, c'est qu'elle se retrouvait devant une glace qui se brisait sur le lac. Et on a dit, se débrouille, soit elle tombe dans le trou, soit... Donc on savait que le groupe était très bien constitué, etc. Eh bien, la personne reçoit, elle dit, je suis en train de danser, c'est un truc froid, elle reçoit plein d'éléments qui ont à voir. Et tout à coup, elle dit, non, je m'arrête, je ne veux pas aller plus loin. On dit, mais si, tu peux aller plus loin, il y a une fin à cette histoire. Non, je ne veux pas aller plus loin. Parce qu'elle avait peur que la glace... Et en fait, elle avait perçu, et elle avait... que la glace allait... Voilà. Et en fait, dans son histoire, elle s'était réellement cassé la figure. Et on l'a retiré in extremis de la glace. C'est-à-dire la glace avait rompu, mais heureusement, je ne sais plus qui était à côté, on l'avait quand elle était gamine et qu'elle faisait du patin à glace. Donc vous voyez que là, ça a résonné chez elle et qu'elle a c'était très bien, elle a très bien perçu et elle a répondu à l'idée qu'on voulait la faire tomber dans le trou. Elle dit non, moi ça va. Tombe pas dans le trou. Je suis déjà tombée. Voilà. Alors, il y a aussi ces fameux, pour les débutants, ces fameuses cartes de Zener. Zener, comment on dit? Zener, c'est l'inventeur des cartes de Zener. Donc, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé dans les années 30, au début de ce qu'on a appelé la parapsychologie scientifique, avec un monsieur qui s'appelait Rhein, Joseph Rhein, qui a été un monsieur qui a le plus travaillé en laboratoire avec ces phénomènes. Donc, ils ont eu l'idée d'utiliser ce jeu, qui était un jeu simple. C'est un jeu avec 25 cartes, avec 5 fois chaque cible. Très facile. Il y a un rond. Il y a un cercle, il y a une ligne brisée, un carré, une étoile, un plus, et puis des lignes brisées. Oui, voilà. Très facile. Et donc, c'était quelque chose qui, pensait-il, devait éviter ce que je viens de vous raconter, devait éviter tout ce qui était affectif et qu'on pouvait en faire une analyse statistique. Parce qu'il faut bien savoir que études en laboratoire et statistiques, devrait faire bon ménage. Donc, et c'est vrai qu'il fallait avoir du matériel qu'on pouvait caser, compter par exemple, le sujet a trouvé plus que la moyenne ou moins que la moyenne. C'était facile avec 25 cartes. Donc, il a eu l'idée d'utiliser cela et il a trouvé lui aussi des règles de fonctionnement de cette télépathie. Donc tout ça, les années 30, 40, 50. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait recevoir directement la carte. Par exemple, si l'agent caché évidemment derrière un écran envoyait le cercle, vous pouviez recevoir le cercle si vous étiez le percipient. Et parfois, l'analyse montrait qu'on pouvait le recevoir 2 fois après. Régulièrement, la personne avait un train de retard. Donc c'est vrai que les analyses statistiques ont permis de montrer que ça passait toujours. Et ça venait de quoi, ça, les 2 coups de retard? Ça venait de la façon dont le sujet, ce que je disais tout à l'heure, avait des filtres, la façon dont le sujet s'accommodait de ce cercle ou de ce que ce cercle ou cette ligne brisée évoquait au niveau de son inconscient. On ne saura pas, je crois que Rhein n'a pas été... Enfin si, il y a certaines personnes qui ont été jusque-là. Mais pour savoir... Il faut ensuite faire un entretien avec les personnes. Ce que nous avons introduit, nous, donc à la suite de Marcotte, on a introduit à la fin de la verbalisation, quand les gens disent « j'ai reçu ça, j'ai dessiné ça », une fois qu'on leur dit « voilà ce qu'on t'a envoyé », une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient reçu, à ce moment-là, on leur dit « qu'est-ce que tu penses de la façon dont tu as reçu les choses ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire ? Comment tu peux expliquer que tu as reçu comme ça ?» Alors, ils reçoivent comment, les gens ? Et nous, ils reçoivent sous quelle forme ? Visuelle, auditive ? Comment ça se passe, cette télépathie, justement ? Alors, ils la reçoivent mentalement, avec tout leur corps. Donc, l'idée, c'est qu'on envoie donc mentalement une histoire. Ça, on l'a repris à Marcotte, on l'a un peu amélioré en introduisant l'outil psy, mais la base, c'est ça. Donc, on envoie une histoire. Alors, comme je le disais tout à l'heure au début, ça va être une histoire très simple, parce que il faut que le groupe se constitue, il faut que les gens soient assurés qu'on ne va pas se promener dans leur tête comme ça, qu'ils sont quand même que leur barrière fonctionne. Donc une histoire simple au début qui met en scène le corps. Donc, oui, ça peut être courir, vous l'expliquez dans votre livre. Courir, taper, nager, etc. Mais on rajoute toujours quelque chose évidemment pour corser un peu la chose.
Et la consigne est donnée aux percipients. D'abord, ils sont en état de relaxation. Parfois, on leur fait une petite relaxation aussi. En tout cas, l'idée, c'est d'être assis ou assis par terre, ou dans un état de relaxation le plus grand possible. Parce que, de façon à ce que le corps soit relaxé. Alors, assis, mais pas couché, hein, parce que ça fait dormir. Non, assis mais pas couché. La télépathie, ce n'est pas de la relaxation pour s'endormir. Voilà, exactement. Donc, et à ce moment-là, quand on a envoyé l'histoire on leur dit, au début, le corps, il va être sollicité. Donc, on leur dit, voilà, vous allez entrer à l'intérieur de vous-même, dans cet état de relaxation, et ressentir ce qui se passe de différent dans votre corps. Une envie de mouvement, une non-envie de mouvement, j'ai envie de lever le pied, de ne pas lever le pied, je suis assise. Quelque chose qui est en contraste avec mon corps qui est en fait assis et relaxé. Donc, si j'ai de ressentir un mouvement dans l'épaule, et de ressentir aussi les sentiments, de savoir c'est quoi mes sentiments, qu'est-ce que je ressens au ventre, dans ma poitrine, dans ma tête, qu'est-ce que je vois, etc. Et donc, on leur demande de dessiner et ensuite de mimer ce qu'ils ont reçu, puis ensuite de dire ce qu'ils ont reçu. Et tout ça est enregistré. Et quand ils ont terminé tout cela, que les percipients, ceux qui reçoivent, ont tous dit, voilà moi ce que j'ai reçu, ce que j'ai dessiné, à ce moment-là, on leur dit, voilà ce qu'on vous a envoyé, voilà l'histoire réelle, laissez-la entrer à l'intérieur de vous et se comparer avec ce que vous avez reçu. Et voir là où ça a fait tic, là où ça s'est déformé, etc. Donc c'est ça qu'on a introduit, nous, à la différence de Barcolier et de Marcos, qu'on a introduit à l'ICLP, c'est effectivement d'apprendre, d'aller plus loin dans le travail, d'apprendre à faire cette comparaison entre le corps envoyé et mon corps réel, et aussi à faire les associations sur qu'est-ce qui fait que j'ai reçu de cette façon, ou qu'est-ce qui fait que j'ai été bloquée, que j'ai pas reçu, comme la danseuse de tout à l'heure, la patineuse de tout à l'heure. Oui, ça apprend beaucoup sur soi-même, finalement. Ça lève des barrières. Absolument. Pas que des filtres, ça lève aussi des barrières sur soi-même. Voilà. Ça lève des barrières. Ça aussi, sous forme de jeu, ça apprend à la fois à poser ses barrières psychiques, mais aussi à être plus à l'écoute. Et on revient à comment développer son intuition, à être plus à l'écoute de soi-même, plus à l'écoute, et dans le même temps, plus à l'écoute de l'autre. Puisque, vraiment, je suis plus à l'écoute de moi-même. Quand je vais porter mon regard sur l'autre, il va être beaucoup plus juste. Parce que je saurai ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et donc, du coup, il y a des personnes qui arrivent un peu avec des mécanismes de défense pas très élaborés, ou alors avec des projections importantes sur l'autre, eh bien, qui apprennent peu à peu à faire cette répartition et qui vont mieux. Parce que du coup, à travers les groupes de télépathie, qui ne sont pas un groupe de thérapie du tout, mais ces groupes ont une incidence thérapeutique sur les personnes. C'est ce qu'on a découvert au fil des années. On va faire une autre petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite après.
donc nous sommes en train de parler de l'intuition avec Johar-C Ahmed, et donc ce livre qu'elle a fait avec Gérard Leroy-Terquein, développer son intuition même quand on a l'esprit fermé. C'est un livre très facile, hein. C'est pas un livre... là, vous m'en montrez un autre qui est publié chez L'Harmattan qui m'a l'air un peu plus complexe, non? Absolument. Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles, c'est effectivement un livre qui lie psychanalyse et paranormal et groupe de respiration anthropique, mais d'un point de vue psychanalytique avec une analyse. Oui, il y a 400 pages là-bas. Et oui, puis c'est un pavé qui doit pas se lire dans la soirée. Là, c'est quand même une petite collection Harmonie Solar, hein, genre livre de poche, avec des exercices pratiques. C'est beau, c'est à la portée de tout le monde, hein, je veux dire. Mais ça a été un pari, hein, un défi qu'on nous a lancé, que le Solar nous a lancé, c'était effectivement d'écrire un livre qui soit accessible, qui soit juste et accessible à tout le monde. C'est très chouette de pouvoir écrire comme ça. C'est pas évident. Oui, parce que d'ailleurs, ça commence par quelque chose que tout le monde connaît. Intuition, vous avez dit intuition. Je le savais, bien sûr. J'en étais sûre. J'en avais le pressentiment. J'aurais dû écouter mon instinct. Pas de nouvelles de X depuis 3 ans. J'en ai rêvé cette nuit et il m'appelle. Je savais que c'était lui ou elle avant de décrocher, etc. On a tous des moments de sa vie où, tiens, c'est marrant, je pensais à toi et justement je te croise. C'est-à-dire que voilà, ce livre, il commence comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui se lit facilement. C'est quoi en fait l'intuition et quelle différence entre l'intuition et la télépathie, puisqu'on était beaucoup dans la télépathie. Alors, l'intuition, c'est ce que vous venez de dire là. L'intuition tisse en principe notre vie. De tous les jours. Alors, après, est-ce qu'on l'écoute ou pas? C'est autre chose. Hein. Mais souvent, on ne l'écoute pas d'ailleurs, puisque c'est après qu'on va dire « Ah, mais je le savais bien. Ah, mais j'aurais dû. Oui. Ah, mais quel... » Bon, bien. Donc, n'est-ce pas? Mais cette mini-télépathie, je veux dire, l'intuition, c'est pouvoir regarder en dedans, hein, selon l'étymologie, pour mieux regarder dehors. Hein, qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est en fait une conscience soudaine de quelque chose, hein, puisque ça va surgir. On a l'impression que ça surgit de rien. C'est un message personnel. Oui, exactement. Mais ça surgit de moi, et ça c'est la conséquence d'un certain nombre de choses qui se cohèrent. C'est-à-dire qu'il y a une perception de quelque chose d'infraverbal, de quelque chose qui est traité au niveau informatique, à un niveau de moi-même, pas toujours conscient, peut-être préconscient, un peu en arrière-plan de ma conscience. Et puis, à un moment, pour X raisons, ça se cohère et ça fait cette fulgurance qu'on a et on dit « Ah mais bien sûr, je le savais. » Je le savais. Alors, je sais, au moment où je vais appeler, où je vais téléphoner, que quelqu'un va m'appeler. Donc ça, c'est l'intuition de base qui peut se développer, et elle se développe qui est aussi effectivement le premier pas vers la télépathie, elle se développe quand on apprend petit à petit, comment dirais-je, à s'ouvrir à soi. Il y a des gens qui sont souvent fermés à eux-mêmes. C'est-à-dire du fait de leur souffrance, de leur histoire, de leur croyance, de tout ce qu'on a mis en place. Et on est fermé à ce qui se passe de tellement important en nous. Parce que on a une instance qui sait. Notre inconscient, il a toujours une longueur d'avance sur nous. Il sait des choses. Si on l'écoute, il peut nous dire des choses dans les rêves, dans nos lapsus, ce sur quoi fonctionne la psychanalyse d'ailleurs, sur les lapsus, hein, les rêves, les déformations dans les rêves, tout ça nous met sur la piste de quelque chose. Donc, c'est souvent quelque chose qui surgit spontanément. Hein, on s'appelle, ah ben oui, j'avais l'intuition. On ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais avoir une intuition. Non. C'est pas nous qui choisissons. C'est nous, mais pas nous conscients. Oui. C'est nous, quelque chose en nous, qui choisit, qui dit. Mais c'est pas un nous conscient, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, c'est ce qu'on fait dans les groupes d'entraînement à la télépathie. Mais même, c'est volontaire dans le cadre. Donc l'intuition, c'est quelque chose qui vient, donc qui est une espèce de cohésion, de cohérence d'un certain nombre d'informations mini que notre inconscient a été chercher, notre préconscient, et qui vont aboutir à une information qui va surgir, qui est va pas ci ou fait ci, ou bien si c'est passé, je le savais. Donc ce livre était parti de l'idée que comment développer son intuition, pas chez les gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de leur intuition, qui travaillent beaucoup avec ça, notamment par exemple les artistes, les médiums. Ces gens-là sont beaucoup plus proches de leur monde intérieur, de leur imaginaire.
Des gens qui sont coupés de leur imaginaire. C'est pour cela que ce livre a été fait. C'est-à-dire des gens qui ont besoin de s'approprier leur monde intérieur, d'apprivoiser la relation à eux-mêmes pour pouvoir entendre cette petite voix qui est en nous et qui va nous dire des choses si on l'écoute, qui va nous dire des choses sur ce que nous devons faire, pas du tout un juge ou un greffier, hein, quelqu'un qui va simplement savoir un peu en avance, un pas devant nous, hein, qui va nous dire voilà ce que j'ai perçu de cela. Alors vous nous dites aussi à un moment du livre, je ne sais plus si c'est sur l'intuition ou la télépathie, que c'est en rapport avec notre relation à notre mère quand on était enfant, c'est-à-dire avec l'enfance, avec la prime enfance, cette façon qu'on avait à demander sa mère, à l'appeler un peu par télépathie. C'est ça, c'est télépathie, c'est intuition et l'intuition c'est la base encore une fois. Donc des auteurs comme un psychanalyste américain ont dit qu'effectivement le berceau de la télépathie c'était au niveau de la relation primaire mère-enfant. La relation originaire, on va dire même mère-enfant, c'est la relation qu'une mère a avec son fœtus, puisque c'est elle qui gère les choses, que le fœtus et la mère partagent ce qu'on appelle un même champ psychique, disons, un champ psychique commun. Donc on peut même pas dire que c'est télépathie, c'est empathique, c'est quelque chose qui se joue entre eux. Et donc l'information, elle passe pas de l'un à l'autre, elle existe dans un bain commun, dans un espace commun. Quand l'enfant naît, c'est pareil, il continue puisqu'il va pas nommer les choses, il n'en est pas encore là. Donc c'est la maman qui va deviner par intuition, elle sait son bébé très vite, ce que veut son enfant. Elle va savoir s'il a soif, s'il a faim, s'il a mal, s'il est malheureux, s'il est angoissé. Donc elle va très vite décoder par intuition et avec cette relation de base, décoder les choses. Donc il y a une relation primaire qui fait que, par exemple, dans les anthologies de métapsychique et de parapsychologie, on a souvent raconté le cas de parents, hein, ça peut être aussi le père, qui se lève brusquement sans raison dans la nuit, qui se précipite dans la chambre de leur enfant et qui sauve in extremis leur enfant qui était en train de s'étrangler avec les barreaux du lit, etc. Donc il y a cette espèce de relation qui reste toujours, au fond, entre l'enfant et le parent. Qu'est-ce qui fait que cette relation, cette empathico-télépathique disparaît? C'est que quand on est enfant, il y a un moment où on se socialise. Et il y a un moment où on dit à l'enfant, dis-moi ce que tu veux. On le sépare de la mère. Nomme les choses. Donc à partir du moment où il nomme les choses, il n'a plus besoin, il sait qu'il ne va plus attendre, même s'il en a très envie, il va moins attendre qu'on devine les choses, même si certains continuent à attendre que leur maman devine les choses pour eux, mais il va falloir qu'ils nomment. Moi, un tel, je veux ça. Et donc, cette fonction va pas disparaître, mais elle va se mettre un petit peu en arrière-plan. Et elle va pouvoir ressurgir à certains moments. Hein, on a parlé tout à l'heure de modification d'état de conscience. Elle peut ressurgir en rêve. Elle peut ressurgir lorsque quelqu'un avec lequel ou laquelle on est très lié, il lui arrive quelque chose. Donc, on peut tout à coup sentir cela. Et elle peut ressurgir aussi et travailler comme avec les exercices que l'on donne dans le livre sur comment développer son intuition et comment développer cet aspect de sa vie psychique qu'on a au fond de nous. Hein, tout le monde l'a. Elle est toujours à l'œuvre en fond, mais pour la faire ressurgir en avant-plan. Alors, tout ce que vous venez de dire, c'est un peu la façon dont vous travaillez. Vous travaillez comme une maman, puisque vous écrivez lorsque vous vous trouvez face à un patient, comme d'ailleurs dans la vie, face à n'importe qui. Ce n'est ni en le regardant, ni en lui posant des questions que vous apprendrez quoi que ce soit sur lui. En posant des questions, vous n'obtiendrez que des réponses. C'est en vous arrêtant sur vous-même, sur la nature de vos sentiments, de vos ressentis, plutôt, en examinant ce qui se passe en vous quand vous êtes en relation avec lui, ce fameux patient, que vous commencez à le connaître. C'est toujours la relation mère-enfant, hein. Oui. Psychanalyse avec le... Avec une petite différence, c'est que il y a l'affect est différent. C'est-à-dire, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si, quand on était accompagnant en respiration holotropique, on gardait ses émotions, enfin, on se laissait pas aller pleinement à ses émotions quand on est accompagnant. Mais quand on est thérapeute, l'une des choses principales, c'est justement de définir les espaces. L'espace du thérapeute et l'espace du patient, l'espace du groupe, l'espace des thérapeutes. Mais, effectivement, la disposition intérieure est celle d'une maman suffisamment bonne. Et suffisamment. C'est-à-dire qu'il n'en fait ni trop, ni pas assez. Il ne s'agit pas d'être une
une psychanalyste froide ou alors quelqu'un qui mélange les espaces, à tu, à toi, et puis qui, je sais pas, va au cinéma avec ses patients. Il faut savoir où est sa place. Mais c'est intéressant parce que quand même, il suffit pas, comme vous le dites, de lui poser des questions pour avoir la réponse. C'est plutôt les questions que vous vous posez en vous, sur le ressenti que vous avez par rapport à ce qu'il vous dit. Et je crois que dans les relations, il y a une phrase aussi à la page d'avant qui était très, très, très dans le même esprit. Quand nous étions encore enfants, ces mots de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, ont résonné en nous et nous ont toujours accompagnés. Et quand nous étions enfants, nous nous sommes demandé, le cœur servirait-il à voir? Donc, ce ressenti, on peut se demander où serait le siège de l'intuition et de la télépathie. Est-ce que c'est vraiment dans la tête, tout ça? Bien, c'est une vaste question. C'est comme les personnes qui se posent la question de savoir où se trouve la conscience. C'est-à-dire ce qu'on sait, par contre, avec les expériences d'état modifié de conscience, et qu'on sait maintenant avec les travaux avancés sur la conscience, avec les trans, avec les groupes d'entraînement à la télépathie, avec les personnes qui rapportent des expériences de NDE, ce que l'on sait, c'est que la conscience, comme l'intuition, ne sont pas encapsulées dans notre boîte crânienne. Penser ça aujourd'hui serait un peu bizarre et en tout cas très restrictif, trop restrictif et trop limité. Ce qu'on sait, c'est que on a un certain nombre de choses, un certain nombre de capteurs, qui dépassent notre boîte crânienne. Effectivement, peut-être que le cerveau, on va découvrir que le cerveau, il a des fonctions. On est en train de découvrir d'ailleurs que le cerveau a des capacités comme les neurones miroirs, par exemple, qu'on a découvert. Que notre cerveau a des capacités extraordinaires de percevoir, de traiter de l'information, etc. Mais il perçoit aussi beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que on a une vie psychique qui n'est pas réduite à notre physiologie. C'est pas notre vie psychique, c'est beaucoup plus vaste. C'est ce que vivent, par exemple, quand les personnes racontent une expérience de NDE, de Near Death Experience, c'est-à-dire d'expérience aux approches de la mort. Eh bien, ces personnes racontent une espèce de voyage d'une conscience qui est évidemment toujours un peu reliée au corps, puisque les personnes reviennent, elles ne sont pas mortes, il y a toujours un lien. Mais ce lien est quand même assez ténu, et qu'elles ont le sentiment d'avoir une espèce d'expansion extraordinaire du champ de conscience. De connaissance de tout. Et de connaissance de tout. Alors, dans votre livre, il y a cette petite anecdote sur je crois que c'était un garçon qui a un accident de voiture, un petit Français qui part en Italie et qui a un accident de voiture et qui est dans le coma pendant très longtemps. Vous vous souvenez de cette expérience? Bien sûr. C'est une expérience que raconte Françoise Dolto, qui était très intéressée elle aussi par effectivement ce qui se passait autour du coma. Et elle était une des psys à rappeler tout le temps que les gens dans le coma étaient des gens qui entendaient, qu'il fallait leur parler, qu'il fallait surtout pas dire n'importe quoi. Autour des NDE, c'est la même chose. Je pense qu'il faut pas dire n'importe quoi et qu'il faut dire des choses très importantes et très positives. Donc Dolto raconte cette histoire d'un gamin français, avec ses parents français, qui était en vacances en Italie. Et un accident de voiture assez grave, les parents meurent, et le gamin est dans le coma et transporté à l'hôpital, parce qu'il n'était pas transportable en France pour des tas de raisons. Donc il est dans le coma pendant longtemps, pendant plus de 6 mois. Et il parlait que français, cet enfant. Il n'était même pas en âge d'avoir commencé à apprendre une autre langue à l'école. Et puis voilà qu'il sort du coma, il va bien, et il se met à parler italien avec une précision absolument incroyable, mais il avait oublié le français. C'est incroyable, ça. Et donc, en fait, pendant qu'il était dans le coma, c'est-à-dire son corps était à un niveau quasi végétatif. Donc, il n'était pas mort, évidemment, mais il était quand même, d'une certaine façon, mort, apparemment, à l'extérieur. Ce qui se passait il était juste à la frontière, comme on dit. Il était à la frontière, comme on dit. Eh bien, quelque chose de sa psyché était branché avec ce personnel qui ne parlait qu'italien, toutes ces nurses qui l'ont chouchouté. Eh bien, il a appris l'italien. Il a été baigné, sa psyché a été baignée, son cerveau, son corps, tout ce qu'on veut, ont été baignés dans un bain italien. Et il est revenu comme quelqu'un qui sort d'un bain italien, il parlait italien. C'est une très belle histoire qui peut aussi, effectivement, nous rendre très humbles par rapport à ce que l'on croit connaître du fonctionnement mental. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dessus. On va juste mettre une petite musique de... Merci.
Voilà, et on va se retrouver pour cette dernière partie d'Au-delà du miroir avec Johar Si Ahmed. Développer son intuition même quand on a l'esprit fermé. Je rappelle que cette femme est ancienne interne des hôpitaux psychiatriques, elle est psychanalyste. Non, c'était Gérard Leroy Terken qui a écrit avec elle, qui est donc ancien interne des hôpitaux psychiatriques et psychanalyste, et donc avec Johar Si Ahmed, docteur en psychologie, psychanalyste également, membre de l'Institut métapsychique international LIMI. Voilà. Et donc vous allez proposer des cours pour des thérapeutes. Quand vous dites thérapeute, c'est-à-dire qu'on a un institut qui s'appelle l'Institut des champs limites de la psyché. Donc on propose des thérapies, évidemment, des psychanalyses, des psychothérapies, des groupes de respiration holotropique, des groupes d'entraînement à la télépathie, des groupes, comme on le dit de travail sur la relation inconsciente à l'argent. Et on propose, alors là c'est destiné aux thérapeutes ou aux étudiants en psychologie clinique, c'est-à-dire des gens qui se destinent à être thérapeutes ou qui sont déjà thérapeutes, un enseignement, une formation sur 2 ans, renouvelable évidemment, une formation sur 2 ans qui permet à ces thérapeutes de rajouter une dimension à leur travail, cette dimension de l'utilisation des états de conscience, c'est-à-dire utiliser le TRH, le travail de respiration holotropique, l'hypnose, de l'utiliser pour pouvoir permettre à des personnes d'accéder à cette modification de l'état de conscience dont on sait maintenant qu'il comporte, enfin la modification de l'état de conscience a un potentiel de guérison remarquable. Le fait d'accéder à ces états-là. Donc, on a depuis des années, nous faisons cette formation très régulièrement, nous proposons cette formation et qui est, encore une fois, nous ne formons pas des thérapeutes, nous permettons à des personnes et des thérapeutes de rajouter ça à leur expérience, comme nous-mêmes. Nous avons d'abord été psychanalystes et nous sommes formés avec Groff pour rajouter ça à notre travail. Plus les groupes d'entraînement à la télépathie dont on a parlé tout à l'heure. Alors, les groupes d'entraînement à la télépathie, il ne faut pas forcément être thérapeute pour pouvoir y venir. Les groupes d'entraînement à la télépathie sont ouverts à tout le monde, sans distinction de problématiques, d'âge ou de sexe. Je rigole, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des groupes où toute personne qui souhaite faire l'expérience de son intuition, de cette communication particulière entre soi et l'autre, entre soi et soi et soi et l'autre, peuvent s'inscrire à ces groupes. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. C'est ouvert à tout le monde. Donc là, vous avez des gens de tout âge. Qui vient en général? Des gens de tout âge et de tout milieu. On n'a jamais eu un seul milieu. Des gens qui viennent en disant... Alors, on a les catégories de gens qui viennent dans les groupes d'entraînement à la télépathie sont des gens qui viennent en disant... Soit j'ai déjà eu des choses, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Il m'est arrivé des choses, je ne sais pas si c'est vraiment télépathie, prémonitoire, ou si j'ai rêvé. Et quelle différence entre la télépathie et le prémonitoire? Alors, la télépathie, c'est la perception de quelque chose qui se passe dans le même moment. Oui. C'est-à-dire, par exemple... J'entends... dans l'instant, j'entends, je ressens quelque chose qui est en train de se passer là. Prémonitoire, c'est... Je rêve ou j'ai la perception, j'ai un flash de quelque chose qui va advenir... Plus tard. Ou la précognition qui était quelque chose qui est arrivé avant, c'est ça? Comment? La précognition. Non, la rétrocognition, c'est ce qui est arrivé avant. La prémonition, c'est ce qui va arriver. Je donne par exemple l'exemple de quelqu'un dans le livre pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles, d'une femme qui avait rêvé de la mort d'un jeune homme. Et elle a pensé que le matin, elle s'est levée avec tous les détails. C'était vraiment... dans la rivière, avec le visage du jeune homme, etc. Et elle a pensé que c'était un de ses enfants. Elle l'a pas reconnu, mais elle a pensé que c'était un de ses enfants. Elle était très inquiète jusqu'à ce qu'elle ait pu téléphoner à tous ses enfants qui avaient à peu près le même âge que ce jeune homme qu'elle avait vu. Et puis, quelque temps après, elle apprend que le fils de sa meilleure amie, qui était aussi le meilleur ami de ses enfants, il était revenu d'Afrique, il avait une fièvre importante, et dans cette fièvre un peu délirante, il est sorti et puis il s'est noyé. Exactement, dans le rêve, elle avait une formule, mais ce n'est pas possible, et elle s'est retrouvée, quand on lui a annoncé le décès de cet homme, de ce jeune homme, elle a dit la même phrase, mais c'est pas possible. Donc elle avait tous les détails, et qui correspondait aux détails décrits par ceux qui ont retrouvé ce jeune homme
Et donc, ce n'est pas possible, c'est qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait tout ça. Voilà. Et à votre avis, pourquoi elle? Alors, j'en ai fait une interprétation très importante par rapport à tout ce qui se joue. C'est-à-dire, c'est elle parce que ce fils était le meilleur ami de son fils, d'un de ses fils, ou même de ses deux fils, de ses fils. En outre, il avait l'habitude de dire à ce copain, donc fils de la femme qui a fait le rêve, il avait l'habitude de lui dire « Qu'est-ce que j'aimerais avoir une maman comme la tienne ?» Donc on peut penser que, il a envoyé au dernier moment de se noyer. Mon interprétation, c'est qu'au moment où il nous arrive quelque chose d'important, très beau ou très malheureux, et on envoie une espèce d'information, de flux de pensée que l'autre va percevoir, celui qui est le plus proche. Donc, il envoie cette femme dont il aurait bien voulu être le fils, et en même temps, il protège sa mère qui, elle, était fermée. Il n'était pas question que sa mère reçoive ça. C'est comme s'il y avait eu un crochet. C'est-à-dire, celle qui fait le rêve, c'est le substitut de mère, et la mère est protégée, elle reçoit l'information beaucoup plus tard. Donc j'ai fait plein d'interprétations là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une intelligence du processus en nous. Comment celui qui va faire ce rêve prémonitoire, ou qui va avoir cette expérience prémonitoire, comment est-ce qu'il va la recevoir, il va la redonner. Et quel est ce que je voulais dire, c'est quel est le sens que ça a pour lui de la recevoir, lui, en lieu et place de l'autre, comme dans ce cas. Oui, parce que c'est ça qui est étonnant. On peut recevoir des messages de gens qu'on ne connaît pas du tout, simplement. Comme si ça donnait l'impression qu'il y a une possibilité de se servir de nous, comme si on était des micros. C'est-à-dire, voilà, cette mère, quelque part, elle a reçu des images qui ne lui appartenaient pas, comme si on pouvait se servir de soi-même. Oui, mais sauf que ce qui est important, ce que je disais du processus, c'est que il y a toujours un lien. C'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé cette information, elle n'a pas été reçue. Enfin, je dis envoyé, évidemment, on met des guillemets. Oui, mais... elle n'a pas été reçue par n'importe quelle femme du voisinage. Elle a été reçue par une femme sur laquelle il avait transféré une image de mère et qui elle-même s'en est occupée, comme elle les recevait, goûtait, etc., avec ses enfants. Donc, il y avait une relation très proche entre eux, qui était une relation de mère, et donc qui s'est effectivement servie de la psyché maternelle, et la mère aussi s'est servie d'elle-même pour pouvoir digérer un peu cette information. J'ai bien compris, mais dans l'histoire, cette femme, finalement, elle a reçu, comme vous le disiez au début de l'émission, de toute façon, on va terminer bientôt, finalement, elle n'avait pas de filtre pour se protéger des informations qui venaient de l'extérieur. Ces voix, ces clairaudiences, ces clairvisions, enfin, toutes ces images qu'on peut recevoir, ou ces mots, ces prénoms qu'on peut recevoir, ça peut complètement déstabiliser, parce que, finalement... voilà, on en revient au début de l'émission, c'est-à-dire, est-ce que malgré, si on fait bien vos stages de développer notre intuition, on pourra se protéger, ou est-ce qu'il faut vraiment se protéger finalement de tout ça? Alors moi, j'emploierais pas le terme de protéger parce que ça implique une malveillance ou ce qui est déjà, les gens ont déjà dépensé pareil. C'est simplement ce que je disais au début, c'est de faire la bipartition, d'apprendre à séparer ce qui vient de l'autre et ce qui vient de moi. Si la croyance très forte que ma psyché, je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'employais l'image de la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, on peut entrer par n'importe quel moment, quelle porte, tout est ouvert. Si j'ai cette croyance forte du fait de mon histoire, que peut-être, je sais pas, la personne qui m'a servi de mère, ou ma propre mère, ou mes parents ont été très intrusifs et que je devais toujours dire tout ce que je pensais, tout ce que je faisais, j'ai construit l'idée que ma psyché m'appartient pas. Donc il faut très vite apprendre que la psyché lui appartient et que c'est à elle à construire, c'est à la personne à construire ses barrières. Donc ce n'est pas de la... Je sais que dans certains milieux, il y a beaucoup d'histoires de protection des espaces, des lieux, des psychés. En fait, la protection, elle vient de cette croyance que je vais mettre en place, que ma psyché m'appartient et que je peux l'ouvrir ou la fermer comme des barrières de douane. Je donne souvent cet exemple, les barrières de douane, si elles sont trop fermées, les pays s'asphyxient. Si elles sont trop ouvertes, il y a des problèmes économiques, comme on le voit. Par contre, s'il y a des ouvertures régulées et des fermetures régulées, eh bien, les choses se passent d'autant mieux, de façon plus fluide. Et c'est comme ça qu'on peut penser les choses. Parce que, encore une fois, on ne peut pas penser qu'on est tout le temps envahi par les pensées de l'autre, ou que j'envahis les pensées de l'autre tout le temps.
Ça, c'est une croyance. Oui, ça, c'est non. Voilà. Sans en arriver là. Voilà. Par contre, là, quand vous dites, je voudrais juste revenir là-dessus, c'est que quand vous dites que cette femme, elle s'est pas protégée, non, c'est pas une question de protection. Mais elle n'avait pas à se protéger. Elle n'avait pas à se protéger. C'est-à-dire qu'au contraire, elle a pu, grâce à la modification du champ de conscience que propose le rêve, elle a pu recevoir cette détresse du dernier moment de ce jeune homme. C'est qu'elle a reçu cette détresse. Elle a au contraire porté, mise en scène et dit, et le lendemain, elle a pu, d'une part, s'inquiéter pour ses enfants et d'autre part, être prête au moment où l'information allait lui arriver. Parce qu'elle était quand même liée elle aussi. Mais en même temps, je peux concevoir que cette femme ne devait pas se sentir très bien dans sa peau, parce que quelque part, elle a cru que c'était son enfant à elle. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas d'image. Il y avait pas d'image. Non, il y a juste une espèce de ressenti. On a tous eu des elle avait une image. Peu... Elle avait une image d'un jeune homme. Elle avait les traits, etc. Mais elle ne reconnaissait pas. Oui. C'est ça qui était étonnant. Mais il avait l'âge de son fils. Voilà. Ça, elle en était consciente. Et ça se passait dans l'eau. Enfin, c'est vraiment détaillé. Si quelqu'un veut vraiment s'y pencher dans mon livre, c'est pour une psychanalyse d'expérience exceptionnelle où vraiment je détaille étape par étape comment ça se passe et ce que ça veut dire et comment on peut l'entendre et comment on peut le comprendre. D'accord. Donc, on peut vous retrouver sur vos sites. Vous en avez de nombreux. J'en ai un qui est www.iclppsy.fr, iclppsy.fr. De toute façon, vous tapez son nom et vous allez tomber sur tout ça. D-J-O-H-A-R, Johar, C-S-I, plus loin, Ahmed, H-M-E-D. Mais d'abord, si vous tapez Johar, vous allez voir que tout de suite, Google, il va vous trouver beaucoup de choses. Donc, ou alors vous tapez développer son intuition, même quand on a l'esprit fermé, c'est un peu plus long. Donc, vous consultez encore à Paris. Oui, le deuxième livre. Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles, chez l'Harmattan. Le premier étant chez Solar. Le premier étant chez Solar. Il y a des petits jeux, il y a des moments aussi où parce que vous parlez de la méditation, vous parlez de la relaxation. Est-ce qu'on a le temps de parler du scarabée d'or? Racontez-nous l'histoire du scarabée d'or de Jung, s'il vous plaît, elle est trop belle. Vous en souvenez? Donc, oui, elle est superbe. Souviens. Alors, l'histoire du scarabée d'or, c'est l'histoire que Jung a posée comme modèle de la synchronicité. La synchronicité, c'est donc une information, deux événements qui ont lieu, qui sont reliés par un lien de sens, mais qui n'ont pas de causalité entre eux. C'est pas parce que cet événement a eu lieu que celui-là a eu lieu. Donc, le scarabée d'or, Jung avait une patiente en analyse qui était extrêmement rationnelle, très, très rationnelle, et elle arrivait, ça l'a bloquée un peu dans son travail de thérapie, dans son imaginaire, dans les rêves, elle était extrêmement bloquée. Et un jour, miracle, elle rêve, elle fait un rêve, elle apporte un rêve, et elle dit à Jung, voilà, j'ai rêvé cette nuit que j'avais une bague, où on me donnait une bague avec un scarabée d'or. Et au moment où Jung pense scarabée d'or, qui est quand même qui a une symbolique très grande, oui, notamment dans l'Égypte ancienne, etc. Celui qui pousse sa boule et qui renaît toujours. Voilà. Et à ce moment-là, il entend cogner derrière lui un petit bruit, léger, mais qui était suffisamment important pour qu'il le fasse un petit peu sursauter. Il se retourne et il voit une petite bébête qui tapait à la vitre. Il ouvre et il trouve un scarabée d'or, le scarabée de nos régions. Enfin, c'était en Suisse, le scarabée de nos régions. Et il dit à cette femme, qui était dans sa rationalité, qui racontait son rêve très rationnel, il dit « Voilà votre scarabée d'or ». Et c'était ça ressemblait au scarabée dont elle avait rêvé. Donc ça a été tellement incroyable pour cette femme, tellement déstabilisant, que ça a diminué ses défenses rationnelles et que sa thérapie a pris un cours nouveau. Donc, c'est pas parce qu'elle a dit « j'ai un scarabée » que le scarabée a entendu et est venu, oui, évidemment. Non, ça m'étonnerait. Mais il y avait une relation de sens. Alors, est-ce qu'elle a rêvé? Après, on peut effectivement faire... Là aussi, je fais plusieurs interprétations quand je raconte le cas dans mon ouvrage. Est-ce qu'elle a rêvé prémonitoirement de ce qu'elle est arrivée? Ce n'est pas exclu. Elle a pu, dans son rêve, mettre en scène cette histoire de scarabée de bague, mais parce qu'elle avait perçu l'événement que Jung allait être attiré par le scarabée et revenir. Est-ce qu'elle avait déjà, et ce que je pense moi, qu'il y avait déjà une modification dans ses défenses
ont fait qu'elle a fait ce rêve et qu'elle allait avoir une synchronicité le lendemain. Enfin, c'est d'une richesse extraordinaire et on comprend pourquoi Jung le pose comme le modèle princeps de la synchronicité, à savoir 2 événements qui sont reliés par un lien de sens pour la personne à qui ça arrive. Les animaux seraient-ils télépathes? Alors oui, et là je renvoie les personnes qui sont très intéressées aux ouvrages d'un monsieur qui s'appelle Sheldrake, Rupert Sheldrake, qui est un biologiste anglais, qui a écrit d'ailleurs les chiens qui attendent leur maître et qui a fait beaucoup d'expériences sur les chiens qui attendent leur maître. Ces ouvrages ont été traduits en français et notamment il démontrait que un chien qui était à la maison, qui était tranquille, allait bouger, allait introduire un changement dans sa conduite et son comportement, comme quelqu'un qui va attendre. Il va si le maître arrive à quelque... Lorsque son maître, qui était dans une autre ville ou à l'autre bout de la ville, dans un endroit qu'il ne connaissait pas, se préparait, monter dans sa voiture et se diriger vers la maison. Et il a donc comme ça fait un certain nombre d'expériences très très intéressantes. Il a été à l'origine aussi de théories sur les champs morphogénétiques. Et je crois que c'est important. Il a un site aussi où on peut aussi jouer sur faire des tests. Rupert Sheldrake, K-E à la fin. Et donc il suffit de taper Rupert Sheldrake, on trouve ces informations. Ou si on va sur le site de l'IMI, on trouve aussi ces informations. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission? Quels conseils pour développer notre intuition? Alors, pour développer son intuition, je crois que le conseil majeur qui court tout au long du livre, c'est entrer en relation avec soi-même. Et pour entrer en relation avec soi-même, c'est vrai qu'il faut se donner dans la journée, très régulièrement, des moments de relaxation, des moments où on débranche toutes ces perturbations nécessaires, certes, comme on parlait d'Internet tout à l'heure, de téléphone portable, on est perpétuellement branché à l'extérieur. L'invite, c'est de se brancher à l'intérieur de soi. Et pour se brancher à l'intérieur de soi, il faut se débrancher de l'extérieur, notamment de ça, et de prendre des moments de relaxation et de faire ces exercices que nous donnons dans ce livre, qui sont de temps à autre d'essayer de prévoir, d'imaginer, par exemple, si on a un rendez-vous, d'imaginer la pièce dans laquelle on va être reçu, d'imaginer la personne qui va nous recevoir, comment est-elle habillée, et après de comparer, et de s'amuser à comparer, à développer cette capacité. Mais d'abord, il faut pouvoir entrer en relation avec soi-même, se relaxer régulièrement, ce que, notamment dans des villes comme à Paris, les gens ont perdu beaucoup de vue. On va le retrouver. Johar Si Ahmed, développer son intuition. Dans votre livre, vous parliez beaucoup des introvertis et des extravertis. Voilà. Avec une certaine ambiguïté, mais ça, on laissera les découvrir, puisqu'on peut très bien être introverti et avoir de l'intuition. On va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'être venu à IDFM. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Quand je sortirai de mon